Je vous propose de commencer, ça fera venir les retardataires. Donc déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce premier webinaire autour de l'hybridation de votre cloud avec VMware Cloud on AWS. Alors, un petit tour d'horizon, un petit tour de table, pardon. Donc, je suis accompagné dans le chat par Alain Corenflot, qui est le BU Manager de l'entité cloud de chez Metanext, de Mustapha Bourras, qui est senior consultant du SDDC, aussi au niveau du chat, et je serai le principal speaker, donc Leonardo Cossia. Donc moi, je suis en charge de la practice VMware au sein de la BU Cloud. Donc, bonjour à tous. Je vous ai mis des codes QR, des petits QR codes pour récupérer nos profils LinkedIn. Comme ça, vous pouvez nous retrouver très rapidement et nos différents Twitter respectifs. Au menu, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà une petite présentation de la société pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, une présentation vraiment de la solution VMware Cloud AWS. Et après, une section très intéressante qui vont être les cas d'usage et comment on va pouvoir utiliser VMware Cloud AWS. Et vous allez voir, on a construit des scénarios pour faire quelque chose de beaucoup plus interactif au niveau des cas d'usage. Ensuite, comment migrer, quels sont les outils, les problématiques qu'on va avoir. Et pour terminer, une conclusion, alors en montant un peu les avantages de cette solution et une section de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on aura du temps à la fin. Utilisez aussi le chat, Alain et Moustapha vont vous répondre en même temps. Pour commencer, Metanext, qui sommes-nous pour ceux qui ne connaissent pas? Donc nous sommes une société de services. Nous avons deux agences, une à Sèvres et une à Lyon depuis l'année dernière maintenant pour l'ouverture de l'agence à Lyon. Nous avons plus de 18 ans d'expertise reconnue sur le marché avec un peu plus de 200 consultants experts sur les différentes infrastructures et différentes solutions du marché. Point important et intéressant, c'est qu'on forme énormément nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'on met à peu près 6% de masse salariale au niveau du budget pour la formation. C'est ce qui permet aussi d'accélérer la croissance pour nos consultants et les former sur les nouvelles technologies. Notre périmètre d'action, c'est vraiment de la phase de l'étude, de la conception d'architecture, intégration jusqu'à l'accompagnement. Donc on est capable de faire un accompagnement de bout en bout pour différents projets sur différents clients. Un petit focus rapide sur la practice VMware et surtout quel est le partenariat entre VMware et Metanext. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Metanext est une des rares sociétés à avoir obtenu plus de 5 Master Service Competencies. Donc les Master Service Competencies, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une certification d'un point de vue entreprise qui est un mélange entre un nombre de certifiés techniques de niveau VCP et VCAP pour la version avancée et un certain nombre de références clients. Donc c'est ce qui permet de débloquer cette certification et sur chaque track, donc sur chaque spécialité, nous avons des MSC, donc sur la partie data center, la partie réseau, donc là avec la partie NSX, la partie moderne application, donc plus orientée sur la partie Kubernetes et container, donc vraiment avec la solution VMware sans les citer en parlant de Tanzu, et bien évidemment sur la partie cloud management avec l'ensemble de la suite Virtualize, et pour terminer sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, sur la partie VMware Cloud en AWS. Donc commençons par présenter cette solution qui, mon collègue, semble complètement étonné. Donc on va y aller. Qu'est-ce que c'est? Donc avant d'expliquer, ce qui est intéressant de savoir, c'est de comprendre les challenges du passage du cloud. Donc le premier challenge étant bien évidemment la consistance opérationnelle. Donc aujourd'hui, si on part du principe qu'une infrastructure on-prem VMware traditionnelle et qu'on va vers du cloud public, quels sont les outils que je vais devoir utiliser, comment je vais pouvoir garantir cette consistance opérationnelle. C'est-à-dire que si on change d'environnement technique, probablement on va changer les outils et la manière de travailler. Et dans cette même idée, on va avoir aussi ce renouveau des compétences et des outils. On change tout, donc on est obligé de reformer nos collaborateurs ou même nos équipes techniques. On n'a pas la capacité d'utiliser les compétences déjà présentes au sein de l'entreprise, donc on est obligé de chercher des nouvelles compétences et de les réformer. Pareil pour les outils, c'est des nouveaux outils, donc il va falloir un peu se former, les appréhender, et ça va entraîner surtout des difficultés à contrôler l'ensemble de ces nouveaux outils, ces nouvelles compétences. Donc aussi, on pense à la sécurité, puisqu'on va aller dans le cloud public, on pense que tout est sécurisé, mais on se rend compte que lorsqu'on implémente mal notre cloud public et qu'on utilise mal nos services, d'un point de vue sécurité, ça peut être des passoires. Donc il y a vraiment des risques derrière et c'est un des vrais challenges autour du passage du cloud. Autre challenge, c'est le maintien des SLA. Toujours dans cette même idée, je change de cloud provider, je change de service, je change d'infrastructure, comment je peux garantir mes SLA que j'ai déjà on-premise vers la partie cloud public. Dernier point, la compatibilité des applications. Là aussi, si je dois transformer mes applications, est-ce que demain elles vont être compatibles pour cette transformation? Ou même lorsque je fais de la réécriture applicative,
comment je fais pour faire un retour arrière? On a des clients qui nous demandent comme contrainte d'être dans la capacité d'aller de la partie on-premise vers le cloud public, mais aussi de faire un aller-retour. On a des contraintes qui peuvent arriver, et du coup, si on n'est pas dans cette capacité d'avoir des applications compatibles, on va avoir un vrai problème. Dans cette idée, VMware et AWS ont développé conjointement une solution qui s'appelle VMware Cloud AWS. Et donc, pour présenter rapidement VMware et pourquoi cette solution est apparue, donc elle est apparue aux alentours de 2017, donc ça commence à dater un peu. Et VMware est leader dans la partie on-premise avec son hyperviseur qui est utilisé par un très grand nombre de clients. Et c'est surtout devenu un standard dans toutes les entreprises. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on regarde toutes les grandes entreprises, même les sociétés de taille moyenne, elles ont toutes un hyperviseur de type VMware. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu standard. Sur la partie AWS, lui aussi c'est un leader, mais sur la partie cloud public, et surtout avec cette idée de consommation et de coût flexible. On est sur du mode on-demand, on est sur du mode cloud public, donc on a des conceptions complètement différentes par rapport à ce qu'on peut trouver sur la partie on-premise. On va avoir aussi accès à un vaste choix de services. Aujourd'hui, de mémoire, AWS propose plus de 200 services qu'on peut consommer nativement directement sur le cloud public, donc ça nous permet d'ouvrir un vaste choix et d'architecture qu'on peut créer. Dernier point, c'est la portée mondiale d'AWS, et ça je vais vous présenter, j'ai une belle petite carte mondiale où on va voir les différents points d'accès sur lesquels je peux déployer ce service. Si on fait un petit zoom d'un point de vue architecture, vraiment d'un point de vue high level, donc on va commencer par la gauche, donc je vais avoir mon data center traditionnel avec mon infrastructure vCenter traditionnelle, et je vais pouvoir connecter dans un monde AWS cette même infrastructure. Donc l'idée en fait, c'est que VMware Cloud en AWS, ça va être de déployer toute la stack SDDC, donc pour la partie Software Data Center Defined, autour de la partie vSphere pour la partie compute, la partie vSAN au niveau de la virtualisation du stockage et la partie NSX pour toute la partie réseau et sécurité. Donc on va installer ces différentes briques directement sur des serveurs bare metal au niveau AWS qui sont dédiés aux clients. Point important, c'est que ce service-là est opéré et supporté par VMware. Donc, c'est VMware qui est en charge de la mise en condition opérationnelle de l'ensemble de ces stacks logiciels. Je vais vous présenter tout à l'heure comment ça se répartit entre le client AWS et VMware. Bien évidemment, on est dans l'idée du cloud public, donc on va avoir accès à de la capacité à la demande et de la flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne serai plus obligé, comme sur la partie on-premise, d'anticiper en fait ma croissance sur la partie cloud public. Vu que je suis dans un modèle flexible, je peux tailler au plus faible mon infrastructure et dès que je vais avoir un pic d'activité, rajouter au fur et à mesure des hosts et ou les retirer si j'en ai plus besoin. Cette consistance opérationnelle qui était un vrai challenge, vu qu'on parle de VMware vers du VMware dans les mêmes outils, au final, la consistance opérationnelle, elle est complètement conservée entre mon data center on-premise et mon data center sur la partie VMC. Du coup, tout le monde est content, mes administrateurs sont contents, ils ont les mêmes consoles, les mêmes réflexes, les mêmes outils, toutes les suites logicielles qui sont compatibles sur la partie on-premise sur un vCenter seront compatibles sur la partie VMware Cloud AWS. Du coup, on peut capitaliser sur tous les efforts qu'on a pu créer et les différents outils qu'on a pu créer pour piloter cette infrastructure-là. Bien évidemment, la portabilité transparente des charges de travail, on ne transforme pas la machine virtuelle, on prend une enveloppe de VMware qu'on va déplacer vers une autre infrastructure VMware. Du coup, il n'y a pas de retransformation et on peut faire des allers-retours très simplement. Si demain vous partez sur la partie VMC et que vous rendez pour des raisons X ou Y que ça ne vous convient pas, vous pouvez rapatrier vos machines virtuelles de manière complètement transparente sans avoir à retransformer votre machine virtuelle et à faire des coûts par rapport à cette transformation-là. On est chez AWS, du coup, on va avoir un accès direct au service AWS. Et ça, c'est la vraie idée de l'hybridation, elle va apparaître à ce moment-là. C'est comment je vais pouvoir mélanger mon infrastructure VMC avec mon infrastructure traditionnelle et ma machine traditionnelle et pouvoir consommer nativement du service AWS. Donc là, on va pouvoir avoir accès à des architectures complètement hybrides et beaucoup plus intéressantes en fonction des cas d'usage. Dernier point, l'empreinte et la disponibilité mondiale des différents data centers. Donc, on va bien le voir ici, finalement, AWS est présent partout et le service VMC est présent partout. Donc, c'est facile, on est sur toutes les régions, aussi bien sur la plaque Amérique, d'Europe que la plaque Asie. Donc, on est capable d'avoir des data centers et une instance VMware Cloud AWS dans ces différents continents. Donc, on va pouvoir avoir dans l'idée, dans cette logique-là, de se dire que si j'ai du business ou une entité aux États-Unis, je vais pouvoir avoir une infrastructure VMC dédiée aux États-Unis, une autre en Europe ou une autre en Asie et probablement pilotée et gérée par la même équipe qui
peut se retrouver en France ou dans un autre pays, par exemple. Qui dit service dit aussi qui gère quoi et qui fait quoi. Donc tout à l'heure, on se disait, VMC, c'est géré et opéré par VMware, mais il ne faut pas oublier que le client a aussi sa responsabilité, AWS aussi a ses propres responsabilités. Du coup, si on fait un petit zoom sur la partie AWS, AWS, lui, va être responsable de la couche physique. C'est lui qui va être en charge vraiment de toute l'infrastructure physique propre à ses propres data centers, donc la partie réseau, la partie serveur physique et les bâtiments propres à AWS au niveau de ces data centers. VMware, lui, est vraiment responsable de l'ensemble de la couche logicielle VMware, donc la partie vSphere, vSAN, NSX et HX. Donc c'est lui qui va être en charge de la lifecycle management, donc c'est lui qui va être en charge de mettre à jour ces différentes couches logicielles et qui va être aussi au support par rapport au client. C'est-à-dire que quand on se connecte pour la première fois sur une console SDDC, en fait, on a accès à un chatbox et on peut poser des questions directement au support. Et l'avantage de cette technique-là, c'est que c'est une vraie personne qui va répondre, c'est pas un bot qui nous répond, donc c'est une vraie personne qui va nous répondre à nos questions et qui va pouvoir déclencher le support ou ouvrir un ticket pour faire une escalade si besoin. Le client, lui, il aura comme responsabilité au final juste la machine virtuelle, et déjà c'est pas mal de travail, je trouve, parce qu'au niveau de ces machines virtuelles, il sera toujours responsable de son lifecycle management, il sera toujours responsable également de sa partie backup and restore, donc c'est-à-dire qu'il doit avoir des outils pour backuper et restaurer ces machines virtuelles, mais s'il est déjà sur la partie on-premise avec une solution déjà compatible VMware, le fait de passer sur la partie VMware Cloud en AWS, elle sera compatible également. Et dernier point sur la partie monitoring, on est toujours dans cette optique d'avoir une infrastructure, on doit la monitorer, on doit la superviser. Du coup, les outils que nous avons déjà sur la partie on-prem, on peut les réexploiter sur la partie VMware Cloud en AWS. Maintenant, on parle de services, on parle aussi de modèles de souscription. La partie VMC va se décliner en 3 offres, en 3 modèles de souscription. La partie plus on-demand, on est vraiment en facturation à l'heure, donc on n'a pas besoin d'avoir une souscription. Donc là, on est vraiment sur la partie on-demand. La première souscription qui va nous permettre de consommer pendant 1 an notre infrastructure avec une facturation upfront, donc c'est-à-dire qu'on va payer tout d'un coup notre souscription, ou on peut l'étaler d'un point de vue mensuel. Et ce qui est intéressant par rapport à la partie on-demand, c'est qu'on a moins 30% d'économie par rapport à la partie on-demand. Dernier modèle, un peu plus long, 3 ans. Donc là, on va avoir pendant 3 ans consommer notre infrastructure et dans la même idée, facturation upfront ou mensualisée, et par rapport au on-demand, on a quasiment plus de 50% d'économie par rapport à ce modèle-là. Donc on est sur quelque chose de très intéressant d'un point de vue économique par rapport au on-demand parce qu'on se commit sur un engagement de consommation de notre service. D'un point de vue des types de SDDC, de VMC, donc on va trouver 2 architectures. Donc la première qui est plus cluster, donc c'est-à-dire qu'on va être limité à une seule AZ, donc une availability zone. Donc dans le langage de AWS, une availability zone, c'est un data center, dans une région, c'est dans un pays. Donc dans ce mode-là, dans ce cluster-là, donc on va avoir un SLA qui garantit, ça c'est contractuel, c'est dans tous les contrats AWS et VMware se base dessus, sur un SLA qui est garanti à 99,9%. Donc dans l'idée, c'est que je vais avoir dans ma région AWS, dans un data center, mon environnement VMware Cloud AWS qui m'est dédié, j'insiste, c'est quelque chose qui est dédié au client, il n'est pas mutualisé, donc c'est quelque chose qui est dédié, et donc je vais avoir accès à mon environnement et je vais piloter mes machines virtuelles traditionnellement. Si je veux augmenter mon nombre de SLA, ma qualité de SLA, donc je vais passer sur ce qu'on appelle un stretch cluster. Dans un cluster étendu, c'est que je vais avoir une infrastructure qui va être étendue sur 2 data centers, ce qui va me permettre d'augmenter ma résilience et d'accélérer aussi l'augmentation de mon SLA qui sera garanti à 99,99%. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un cluster étendu sur 2 data centers. Bien évidemment, on est limité à une région pour des contraintes techniques propres aux différents produits. Et même, on peut très bien le comprendre, étendre son stockage et étendre son cluster entre la France et l'Allemagne ou même les États-Unis va intégrer une certaine latence. Donc d'un point de vue écriture au niveau des disques, on va avoir des latences et du coup d'un point de vue performance, c'est quelque chose qui ne va pas être tolérable. Donc c'est pour ça qu'on limite, à cet instant, on limite à une région. D'un point de vue matériel, un petit zoom sur le matériel, c'est VMC va proposer dans son cas-là 2 types de serveurs. On est sur du cloud public, donc on a des choses vraiment très cadrées, donc on ne peut pas avoir du custom au niveau du matériel, c'est pour ça qu'on a accès à 2 types. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle du i3 Metal, et le deuxième, c'est du i3EN Metal, qui est un peu plus gros par rapport au i3 Metal. Donc globalement, je ne vais pas rentrer dans tous les specs techniques, mais l'idée, c'est
En fonction de sa volumétrie, en fonction de sa consommation de ressources, on va choisir soit l'un, soit l'autre en fonction d'un sizing. Et surtout, ce qui est un point intéressant, c'est que le type de disque qui est installé dans ces serveurs-là, vu qu'on est sur une solution de type hyperconvergé grâce à la solution vSAN, on est sur du NVMe. Donc c'est vraiment de la technologie flash qui est beaucoup plus rapide que du SSD. Donc d'un point de vue performance et de type IOPS, on peut sortir des choses très intéressantes par rapport à du disque traditionnel ou même du SSD traditionnel. Une fois qu'on s'est dit tout ça, parlons d'un peu des cas d'usage, parce que c'est bien de présenter une solution, mais c'est encore mieux de savoir où est-ce que je peux l'appliquer. C'est pour ça que mon collègue est relativement étonné avec ses grands yeux de se dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc sur les cas d'usage, premier cas d'usage très simple, c'est l'extension du data center. Je veux ouvrir un nouvel site, je veux ouvrir une nouvelle région, j'ai besoin d'un nouveau data center. VMC va pouvoir répondre à cette problématique-là. Deuxième problématique, cas d'usage, c'est le end-user computing. On l'a bien vu, hein, surtout l'année dernière, la partie VDI, on avait besoin des accès distants. Avoir une solution VMC, on peut provisionner très rapidement un nombre d'infrastructures avec un nombre de VDI très rapide pour que les utilisateurs puissent se connecter dessus. Ça peut être aussi un cas d'usage très très bien. Le troisième cas d'usage, c'est la partie Cloud Native Application. Forcément, on a accès à des services natifs AWS, donc rien ne nous empêche de commencer à développer nos applications sur la partie VMC et consommer du service natif pour améliorer cette hybridation et commencer à rentrer un peu dans cette notion de Cloud Native. Et bien évidemment, je pense que vous avez suivi un peu les différentes activités que VMware propose avec cette solution Tanzu où maintenant on va avoir toute la couche Kubernetes directement intégrée au niveau d'hyperviseur. Donc on va pouvoir consommer en plus des services AWS, faire du container directement au niveau de mes hyperviseurs VMware. Autre cas d'usage, c'est l'évacuation d'un data center. Imaginons qu'on est dans un cas d'usage commun, je dois fermer un data center ou faire un déménagement, je dois évacuer mon data center. Autre point aussi, et ça on le voit dans les actualités, hein, de plus en plus d'attaques au niveau ransomware, c'est comment je vais pouvoir protéger mon infrastructure et comment je peux avoir un disaster recovery as a service. Donc j'insiste sur le as a service, parce qu'on peut avoir beaucoup de PRA qui sont déjà dormants, mais avoir cette notion de as a service est quelque chose de très intéressant. Dernier point, c'est les bases de données, hein. Vu les serveurs qu'on a, on a le choix d'avoir un matériel assez performant, donc on peut héberger nos bases de données traditionnelles sur la partie VMC. Bon, là j'ai présenté des cas d'usage de manière très générale, mais en essayant de mettre quelque chose de plus concret, je pense que ça va parler à tout le monde. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette présentation, dans le cadre de webinaire, on a créé une société complètement fictive qui s'appelle Titan. Et Titan, c'est une compagnie européenne qui fait de la fabrication et de distribution de composants titanesques. Désolé pour le jeu de mots, mais on n'était pas super inspiré. Et du coup, Titan a belle infrastructure, deux data centers, un qui est en France, un autre qui est hébergé en Espagne. On héberge à peu près à 850 machines virtuelles avec une croissance accélérée. D'un point de vue agence et utilisateurs, on est réparti sur une trentaine d'agences. Il y a un peu plus de 4000 utilisateurs qui sont nomades et qui sont répartis sur différents pays avec plusieurs usines de production et plusieurs entrepôts logistiques. Des applications, forcément on a besoin d'applications pour faire marcher notre business, donc un peu plus de 70 applications qui sont toutes critiques, qui vont gérer toute la chaîne de conception, de fabrication, mais aussi les chaînes de distribution, vu qu'on distribue des composants, et bien évidemment d'un point de vue business, toute la partie commerce et finance. Donc on est dans un cadre, dans une structure traditionnelle qu'on peut voir à peu près tous les jours, et du coup on va utiliser Titan pour créer des scénarios et pour appliquer nos cas d'usage que je vous ai présentés. Donc le premier, c'est la fermeture de data center. Et là, je vois mon chien qui est vraiment pas content parce que je suis obligé de fermer mon data center. Du coup, quelles sont les contraintes que je vais avoir par rapport à ça et pourquoi je lance ce scénario de fermeture de data center et qu'est-ce qui va le provoquer? Premier point, c'est un problème de normes de data center. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, problèmes de normes au niveau de data center. Par exemple, l'électricité n'est plus aux normes. L'hébergeur qui me fournit l'emplacement de mes serveurs ne peut pas me garantir qu'il y a plusieurs points d'accès au niveau de l'électricité ou au niveau d'Internet ou par rapport à des inondations. Donc, notre data center n'est plus aux normes. Le matériel qui est en fin de vie. Imaginons que j'ai pas eu l'opportunité de faire du renouvellement de matériel et du coup, j'ai une dette technologique qui est en train de se creuser de plus en plus, et du coup, j'ai un problème de fin de vie à partir de mon matériel. Et dernière contrainte, et non des moindres, j'ai moins de 6 mois pour faire la fermeture de mon data center. Et qui dit fermeture de data center, c'est évacuer l'ensemble de ces machines virtuelles avec l'impact très faible au niveau de mon business. Sinon, c'est pas drôle, il faut bien avoir des contraintes supplémentaires. Par rapport à ces
contraintes et problèmes, quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées? Donc, la première qui me semble la plus logique, c'est s'héberger dans un nouveau data center. Oui, forcément, si on en ferme un, on en ouvre un nouveau, ça marche aussi. Par contre, vu que j'ai moins de 6 mois pour tout déplacer, ça me paraît un peu compliqué d'un point de vue timing de construire, alors, de sélectionner mon data center, de vérifier qu'il y ait de la place, de signer les contrats, de commander les différents liens Internet, de commander de nouveaux matériels parce que je suis en fin de vie et même si je suis hébergé chez quelqu'un d'autre, il y aura toujours toute cette partie contractuelle qui va me prendre beaucoup de temps. Et en gros, on se dit qu'en moins de 6 mois, dès qu'il va y avoir un petit retard, en fait, ça va mettre un vrai retard et comment dire, une vraie complexité par rapport à ce projet de fermeture de data center. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que l'hébergement d'un nouveau data center avec cette contrainte de temps soit le meilleur axe. Deuxième axe, le cloud public. Oui, on peut migrer vers du cloud public sur ce qu'on appelle du native application, mais là c'est pareil, j'ai des applications qui sont traditionnelles, qui ne sont pas encore compatibles, on va dire ça comme ça, sur de la partie cloud public native. Donc c'est-à-dire qu'en moins de 6 mois, transformer plus de 70 applications qui sont toutes critiques, là aussi ça me paraît très compliqué et beaucoup trop challengeant en l'espace de moins de 6 mois. Et du coup, on peut proposer VMware Cloud en AWS. Et du coup, pourquoi on va pouvoir proposer VMC? C'est que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de transformation applicative. Vu qu'on déplace d'une machine VMware vers notre infrastructure VMware, je ne transforme pas mon application, je ne transforme pas mon application. J'ai une consistance opérationnelle complète. Forcément, j'utilise les mêmes outils, les mêmes réflexes, tout est compatible. J'ai un CAPEX qui est faible, voire nul. On est dans un mode cloud public. Du coup, on n'est plus sur une tendance d'OPEX. On ne va plus faire d'investissements initiaux. Donc, on n'a plus de CAPEX de ces parties-là. Et le matériel qui est vraiment up-to-date et vraiment qui est très performant. Je l'ai démontré tout à l'heure en fonction des specs techniques des serveurs. On est sur des serveurs qui sont relativement récents et relativement performants. Donc, forcément, on va avoir quelque chose à jour et la contrainte de matériel de fin de vie dans VMC n'existera plus. Ça, c'est un premier scénario sur la fermeture du data center. On va prendre un deuxième scénario, assez intéressant également, c'est l'extension de la capacité. Donc là, j'ai mon DAF qui est super content parce qu'il se dit, on étend les capacités, c'est-à-dire qu'il y a du nouveau business qui arrive, donc le chiffre d'affaires de la société va augmenter. Alors, sur l'extension de la capacité, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai plus de capacité pour gérer les pics d'activité qui sont fréquents. Forcément, on a toujours des pics d'activité dans l'année et malheureusement, si l'infrastructure est un peu taillé très juste, absorber ces pics d'activité va entraîner forcément des impacts de performance au niveau de la partie VDI, enfin la partie EUC, parce que j'ai beaucoup d'utilisateurs nomades, et aussi au niveau de mes bases de données volumineuses. C'est-à-dire que si j'ai pas assez de ressources, globalement j'impacte mes performances au niveau de mon infrastructure. Dernier point, c'est couvrir de nouvelles zones géographiques. Titan, vu qu'il va étendre son business, va aussi couvrir de nouvelles zones géographiques. Du coup, par rapport à ces trois contraintes-là et ces trois problèmes-là, quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour répondre à ces solutions et à ces problèmes? Donc, la première solution, c'est de se dire, OK, je vais acheter du matériel en plus. Oui, c'est vrai, je peux acheter du matériel en plus pour gérer et absorber mon pic d'activité. Par contre, c'est un pic d'activité, c'est-à-dire qu'à un instant T, je vais avoir ce pic d'activité, le lendemain, ce pic d'activité ne va plus exister. C'est-à-dire que je vais investir dans du matériel qui va être dormant en attendant d'avoir ce pic d'activité. Oui, c'est vrai, mais on peut me dire que je vais pouvoir utiliser ce matériel pour déployer des machines de test, d'autres machines de production ou faire des validations fonctionnelles d'autres machines virtuelles. Complètement vrai. C'est sûr qu'on peut faire ça. Par contre, on connaît un peu l'histoire, hein, c'est qu'on va déployer des machines virtuelles de plus en plus, elles vont toutes devenir des machines de prod, et le jour où on a un pic d'activité, au final, on n'a pas répondu à cette problématique-là, et en plus, on peut se dire oui, mais je peux les éteindre. Bon courage pour éteindre des machines virtuelles. Si je n'ai pas une CMDB ou si je ne maîtrise pas mes applications correctement, je vais avoir une vraie problématique pour les éteindre. Autre solution, c'est en ouvrir un autre data center. Oui, c'est vrai, je peux étendre ma capacité en ouvrant un autre data center, et en plus, ça va répondre à ma problématique de couvrir une nouvelle zone géographique, qui est complètement vrai. Par contre, si j'ouvre dans une autre zone géographique où je ne suis pas présent, et c'est dans le cas de Titan, c'est une nouvelle zone géographique où Titan n'a pas encore de bureau, c'est-à-dire que si j'ai pas encore de bureau, il va falloir que je trouve un immeuble, bon, ça c'est pas bien compliqué je veux dire, mais c'est surtout trouver une équipe d'IT locale qui va permettre rapidement de piloter ce data center, de l'installer, de le configurer. Donc là aussi, ça va être des choses qui sont un peu plus complexes.
Après, sur cette idée de pic d'activité, c'est un peu aussi, on va avoir peut-être des machines qui vont être dormantes. Du coup, voilà, c'est du capital qui va être mal investi initialement juste pour absorber un pic d'activité. Du coup, si on propose VMC, quels sont les avantages de VMC par rapport à cette problématique-là? Déjà, on va pouvoir déplacer les workloads qui sont consommateurs, hein. Vu qu'on est sur du cloud hybride, rien ne m'empêche de déplacer mes machines les plus consommatrices dans la partie VMC. Dès qu'il y a un pic d'activité qui se lance, il y a ce qui s'appelle une fonctionnalité qui est géniale sur VMC, c'est l'élastique DRS. L'élastique DRS, c'est ce qui va me permettre de rajouter à la demande du compute. C'est-à-dire qu'un nouveau serveur va être automatiquement provisionné dès que je vais dépasser certains seuils d'utilisation. Et dès que je suis en dessous, ce host se décommissionne automatiquement. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas surconsommer de la ressource, je vais consommer de la ressource nécessaire à cet instant. Donc, on est vraiment dans cette idée de la flexibilité au niveau du cloud public, c'est-à-dire je rajoute, dès que j'en ai besoin, dès que j'en ai plus besoin, je l'enlève. Dans un data center on-premise, faire ça, je trouve ça très compliqué, c'est-à-dire qu'on serait capable d'enlever du serveur et de le payer uniquement que quand je vais l'utiliser. C'est un modèle qui me paraît un peu compliqué. Et par rapport à la zone géographique, on a cette présence mondiale d'AWS, du coup, je peux déployer un VMC et activer ce service-là n'importe où dans le monde. Donc ça peut être sur la plaque américaine, la plaque Europe ou la plaque Asie. Si j'ai besoin d'ouvrir une nouvelle entité, je peux rapidement déployer un nouveau service, l'activer sur une infrastructure open running en l'espace d'une moins d'une journée. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue extension de la capacité. Troisième scénario, c'est le plan de secours. Donc là, je vois ma collègue qui est en train de paniquer. C'est vrai qu'un plan de secours, quand on le déclenche, c'est vraiment quelque chose, on est un peu en panique, on va pas se mentir, pour l'avoir déjà vécu, c'est toujours la panique d'avoir un plan de secours. Du coup, Titan, même s'il a déjà 2 data centers, il aimerait sécuriser encore plus son infrastructure et se dire, tiens, j'aimerais bien disposer d'un site de secours. OK. Deuxième contrainte, c'est d'avoir cette capacité à réaliser des tests à blanc sans impacter la production. Là, c'est pareil, c'est dit PRA, je veux le tester sans impacter ma production. Il faut que ce soit le plus transparent possible. Et dernière contrainte, c'est que son site de secours doit être évolutif et cost-effectif. Bon, partant de ces problèmes-là, on va voir quelles solutions on peut proposer pour essayer de répondre à ces différents critères et à ces différentes contraintes. Donc, première réponse et première solution envisagée, c'est oui, on peut ouvrir un nouveau data center. Complètement, on en a déjà 2, pourquoi pas en ouvrir un troisième pour héberger une solution de PRA dessus. Ça, c'est vrai, je vais répondre à ma contrainte d'ouvrir un troisième site et d'avoir un PRA. Par contre, sur un site de secours qui est évolutif et cost-effectif, ouvrir un nouveau data center, je ne suis pas sûr que ce soit le plus judicieux, surtout pour respecter cette contrainte d'évolutivité et de coût maîtrisé. Autre point, c'est l'extension vers le cloud public. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle du débordement vers le cloud. Là, c'est pareil, on est sur quelque chose de flexible, hein, ça va marcher forcément, puisqu'on est dans cette notion du cloud public. Par contre, avoir cette capacité à réaliser des tests à blanc, je suis dans le cloud public, du coup, forcément, je vais devoir transformer mes machines virtuelles pour vérifier qu'elles fonctionnent. Je déclenche un PRA parce que j'ai besoin de faire un test pour bien valider, mais en fait, je dois faire un retour arrière. Vu que j'ai transformé mes machines virtuelles, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'opérations, beaucoup trop complexes. Le jour où ça doit arriver, je pense que ça ne va pas marcher. Du coup, pour répondre à cette problématique-là, VMC a une solution à part entière qu'on appelle VMware Cloud Disaster Recovery, donc VCDR, qui est un vrai Disaster Recovery as a Service. L'idée de ce service-là, c'est de répliquer les machines virtuelles sur du stockage S3, donc sur AWS, peu cher, et lors de déclencher le PRA, en fait, une infrastructure VMC va être déployée complètement de manière automatique. C'est-à-dire qu'on est sur du mode évolutif et on est en plus en mode cost-effectif. C'est-à-dire que je vais me payer juste mon stockage et dès que je vais déclencher mon PRA, j'ai toute l'infrastructure qui va se déployer automatiquement. Donc on est vraiment dans cette notion de disaster recovery as a service. Point intéressant et très très intéressant par rapport à VCDR, c'est la partie protection contre les ransomware. Vu qu'on est sur de la mode asynchrone en termes de réplication des machines virtuelles, on est capable d'avoir une timeline de sa réplication. C'est-à-dire que si à un instant T, j'ai un ransomware qui est déclenché, je peux revenir à T-1, T-2 pour empêcher cette attaque-là et redémarrer rapidement ma production. D'un point de vue protection et sécurité, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et en plus, vu que c'est complètement externalisé, c'est sur du S3, depuis la partie on-premise, si on ne passe pas par le bon composant, on ne pourra même pas attaquer la partie S3.
Et en plus de ça, sur la protection contre ransomware, sur la partie S3, on est capable d'activer ce qu'on appelle le mode immuable, ce qui nous empêche de modifier les données qui sont dessus. Donc d'un point de vue ransomware, c'est quelque chose, c'est une plus-value juste exceptionnelle. Autre scénario, c'est la modernisation des applications. Oui, on est en train d'en parler de plus en plus, ces applications, le métier évolue, le business aussi, du coup on a l'obsolescence des applications qui sont en train d'arriver, on a toujours des vieilles applications sur notre infrastructure, ça fait plus de 10 ans qu'on ne les a pas touchées et on n'ose pas les toucher parce qu'on se dit « Ah, ça a été développé en interne, la personne qui était responsable n'est plus là et plus personne n'est dans la capacité de gérer cette application-là ». Donc là, déjà, on a vraiment cette obsolescence qu'il faut traiter. Les utilisateurs, hein, tout comme les gens qui travaillent, ont besoin d'avoir des applications un peu modernes, un peu flexibles, vraiment un truc un peu sexy, ça attire l'œil au niveau du métier. Autre point, c'est cette initiative de transformation applicative qui est en cours. Titan sait qu'elle est des vieilles applications, du coup il veut apporter cette notion d'élasticité et de résilience, et surtout qu'elle soit accessible depuis n'importe où. Ça, c'est la vraie philosophie de Titan, c'est de se dire, OK, je suis une grosse société, j'ai besoin de transformer mes applications, j'ai besoin de quelque chose beaucoup plus élastique que ce que je ne peux proposer pour absorber cette évolution applicative. Autre point, j'ai besoin d'une faible latence et une bande passante élevée. Là, c'est pour des aspects de performance au niveau de mes applications. Du coup, qu'est-ce que je peux proposer comme solution? Donc, la première étape, ça peut être du cloud provider public. Donc, je choisis n'importe quel hébergeur d'un cloud public pour ces applications-là. Oui, alors n'oublions pas, je suis dans les initiatives de transformation. Donc, je n'ai pas encore transformé toutes mes applications. Je suis en train de voir comment je vais le faire, combien ça va me coûter et en combien de temps je vais être capable de le faire. Du coup, aujourd'hui, sur du cloud public, se dire ça, c'est beaucoup trop de questions, on est encore dans cette phase de réflexion. Autre aspect, c'est utiliser un serveur, enfin un hébergeur web ou une solution SaaS. Oui, par exemple, si j'ai une instance SAP, pourquoi je ne passerai pas SAP en mode SaaS ou même sur ma messagerie, passer en mode SaaS? C'est des choses qu'on voit tous les jours, c'est quelque chose qui existe. Mais là, c'est pareil, tout le monde n'a pas une solution SaaS qui existe sur le marché. Donc voilà, il va falloir faire un peu une étude de marché, savoir qui est en mode SaaS, qui n'existe pas, comment je peux transformer les applications. Et du coup, pourquoi VMC peut être une solution qui peut être envisageable? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un accès natif au service AWS. C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer cette initiative de transformation, se dire, bon, je ne vais pas tout casser, tout transformer tout de suite, je vais commencer peut-être par un composant web, donc je vais avoir mon infrastructure, mon application traditionnelle qui va être hébergée sur VMC, mon service web, peut-être que je vais pouvoir consommer directement un service natif AWS et du coup, je vais mélanger en fait ces différentes architectures. Donc, ça me permet d'avoir un pied rapidement dans le cloud public tout en garantissant une coexistence entre mon infrastructure VMware et la partie AWS. La latence qui est faible, forcément, si je suis déjà dans les data centers AWS avec une infrastructure VMware chez AWS pour consommer des services natifs AWS, j'ai gagné, parce que la latence, elle est toute faible, je suis déjà dans leur data center, donc forcément, d'un point de vue performance, je ne pourrais pas mieux faire que ça. Pareil, niveau de la bande passante, on est sur des choses qui sont faites pour justement pouvoir communiquer les unes avec les autres. Autre aspect très intéressant aussi que va apporter VMC, et ça c'est grâce à la couche NSX, c'est la sécurisation des applications. Aujourd'hui, la sécurité est quelque chose qui est un vrai sujet au niveau de toutes les applications, c'est savoir comment je vais sécuriser mes applications. Et donc pour les sécuriser de manière simple, même si ça reste d'un point de vue complexe dans certains cas, c'est la microsegmentation. L'idée de la microsegmentation, c'est de créer une bulle de sécurité au niveau de ma machine virtuelle et de lui dire et de l'autoriser les flux uniques qui lui seront nécessaires pour communiquer avec les différentes couches applicatives. Dans l'idée, c'est de se dire, si j'ai une application 3 tiers, hein, serveur web, application et base de données, c'est que ma base de données ne peut pas communiquer au service directement sur le serveur web. Ça n'a pas d'intérêt, normalement, il passe par la push applicative et la push applicative passe vers le serveur web. Application 3 tiers. Du coup, au niveau de la microsegmentation, on est capable de segmenter très intelligemment les flux pour empêcher des flux non autorisés de mes machines virtuelles. Je sais que les fans de la sécurité aiment beaucoup ce concept de microsegmentation, justement grâce à ça. Donc oui, sur la partie microsegmentation, c'est implanté directement au niveau d'hyperviseur, donc c'est au niveau de la machine virtuelle elle-même, au niveau de la sortie de la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus proche au niveau du flux que vraiment à la sortie de la carte réseau. Et les services AWS dans tout ça,
Tout à l'heure, je vous disais qu'il y en avait à peu près 200 qui existaient. Bon, je ne les ai pas tous listés, hein, parce que c'est juste pas possible, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, bah, je vais pouvoir utiliser un service S3 pour héberger des données, pourquoi pas. Je peux utiliser du RDS pour ma base de données, je peux utiliser la partie EFS pour la partie file de serveur, ELB pour la partie load balancing. Et je vais pouvoir avoir des infrastructures complètement hybrides. Un bon exemple, c'est comment je vais backuper. Donc, on peut utiliser une solution comme Vim, qui est complètement compatible avec la partie VMware et VMC, et de se dire, bah, je vais déployer un infrastructure Vim qui va sauvegarder mes machines et je vais externaliser mes backups sur du S3. C'est du stockage pas cher, c'est sur de l'AWS. En plus, je suis capable de le sécuriser, d'apporter une couche de sécurisation supplémentaire. Mais voilà, j'ai construit une infrastructure hybride. Je suis dans le cloud public, je consomme du service public, donc j'ai déjà un pied dans le cloud public. Et l'idée de VMC, c'est ça, c'est vraiment comment je peux accélérer ma transformation vers du cloud public tout en ne cassant pas tout et en remodifiant tout. C'est j'utilise mon infrastructure déjà on-premise, je vais vers VMC, j'utilise les mêmes outils, j'ai une coexistence opérationnelle qui est la même, et après je peux commencer à déployer des nouveaux services AWS pour des nouvelles applications ou pour des applications que je vais moderniser. Une fois qu'on s'est dit tout ça, la vraie question c'est de se dire comment je vais migrer. Donc là, mes petits oiseaux, mes petits canards migrateurs sont en train de se dire comment je migre. Eux, ils connaissent la direction, ils choisissent toujours la même direction. Chez Metanext, nous, on a à peu près la même approche avec notre démarche d'accompagnement. Donc en fait, dès qu'on propose un projet autour de VMC, on a un découpage en 3 phases. Pourquoi 3 ou pourquoi pas 4? Ça a été la conception de notre offre, on l'a construit en 3 phases. La première phase, c'est une phase d'initialisation. Donc en gros, c'est le kick-off et définir les différents prérequis et les cas d'usage autour de VMC. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout ce qu'on attend, toutes les attentes de VMC, on va pouvoir passer sur la deuxième phase, sur la phase de déploiement. Et dans cette phase de déploiement, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va valider les prérequis qu'on s'est dit en phase d'initialisation et on va créer le service et on va activer le service. Je vous rappelle, hein, VMC, c'est pas nous qui l'installons, c'est un service qu'on déploie, donc tout est automatisé. Par contre, pour que ce soit automatisé, il faut mettre quand même certaines informations pour que toute l'infrastructure puisse se déployer. Il y a quand même quelques prérequis au niveau AWS et au niveau de la partie VMware, mais une fois qu'on a rempli tous ces prérequis, on peut déployer très facilement notre premier SDDC. Une fois qu'on l'a déployé, on fait toute la configuration réseau, donc c'est-à-dire comment je vais interconnecter mon infrastructure on-premise vers la partie VMC, comment je vais faire en utilisant un VPN, et valider d'un point de vue recette technique que tout fonctionne par rapport à ce qu'on s'est dit en première phase. Et la dernière phase, qui est vraiment cette phase d'hybridité, donc on va déployer ce qu'on appelle une appliance pour faire du Limbrick Link Mode, donc ce qui va me permettre en fait d'avoir une seule console qui va me permettre de piloter aussi bien mon vCenter on-premise que mon vCenter sur la partie VMC en AWS. Donc, c'est-à-dire que quand je vais me connecter dessus, je ne vais pas être perdu. Je vais voir deux vCenters, je vais voir mes machines virtuelles, et je vais voir mes hosts, la même vision que je vois de manière quotidienne sur mon infrastructure traditionnelle. À partir de là, je vais pouvoir déployer et configurer ce qu'on appelle la partie HX. Ça, je vais l'expliquer dans un second temps, qui va nous permettre justement de déplacer mes workloads et faire ce qu'on appelle de l'aller-retour. Donc, je vais pouvoir déplacer mes VM de la partie on-premise vers la partie VMC et inversement pour faire cette partie aller-retour. Et pour terminer, bien évidemment, une recette technique. Je vous ai mis en bas à droite un petit QR code où on vous propose une offre autour de VMC. En fait, Metanext, grâce à son partenariat avec VMware, a la capacité de vous accompagner sur un POC, gratuitement en plus, pendant 5 jours, où on va vous expliquer tout ce qu'on est en train de se raconter là. On va vous accompagner à définir vos cas d'usage, on va vous accompagner à déployer un premier SDDC, et tout ça dans un contexte d'un POC. Donc, scannez, regardez notre page web, tout est expliqué. Vous avez nos coordonnées. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc il n'y aura aucun souci. Vous pouvez nous contacter directement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ou même directement sur notre site web. On sera là pour vous aider. Du coup, si on rentre dans les méthodes de migration vers VMC, donc on va définir 3 process de migration possibles. Donc le premier, c'est la migration à froid, le cold migration, c'est-à-dire qu'on va migrer nos machines virtuelles globalement qui sont éteintes. L'avantage, c'est qu'elles sont éteintes, c'est rapide. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'une VM à la fois et on a des contraintes techniques au niveau de l'infrastructure vSphere elle-même. Par exemple, il faut qu'on ait une certaine version de vSphere. Donc là, dans mes slides, je vous indique en 6.5 minimum pour pouvoir faire ces migrations à froid. Après, bien évidemment, il faut qu'une interconnexion réseau soit déjà présente et d'un point de vue connectivité,
que tout le monde se voit. Sinon, ça va être compliqué de faire marcher cette migration. Autre point, c'est la migration traditionnelle en utilisant du vMotion. Forcément, hein, on fait de VMware vers du VMware, donc la partie vMotion fonctionne toujours. Donc, c'est-à-dire la partie vMotion, je déplace à chaud une machine virtuelle d'une infrastructure vers une autre. L'avantage, c'est que c'est une VM allumée, donc il n'y a pas de coupure de service. Par contre, en utilisant cette technique-là, il faut faire une VM à la fois. Donc, ça peut être très long si on a beaucoup de workloads. Si on a quelques machines à déplacer, ça peut être intéressant de le faire, mais si on doit faire un gros projet de migration, ou même si on doit déplacer 200 VM, les faire une à la fois, ça va prendre quand même un peu de temps, même si on peut l'automatiser, bien évidemment. Là aussi, on va avoir des contraintes au niveau de la partie vSphere, on va avoir besoin d'une certaine version, et pareil au niveau de l'interconnexion réseau. Si on fait une migration à chaud, il faudra penser aussi d'un point de vue réseau, d'avoir un réseau L2 étendu. Donc avec VMC, on est capable de déployer du VPN L2 ou même d'utiliser d'autres solutions comme la partie HCX. HCX va me permettre de faire quoi? Va me faire des migrations de VM allumées et éteintes, un peu comme les deux autres solutions. Par contre, en parallèle, c'est-à-dire que je vais pouvoir définir un job de migration avec un ensemble de machines virtuelles et c'est HCX qui va faire le séquencement de ces machines virtuelles et c'est lui qui va faire justement le switch entre la partie on-premise et la partie VMC. C'est un ensemble d'appliances qui sont déployés. Donc sur la partie VMC, vu que c'est un service, il y a un clic et ça va être VMC qui va déployer tout automatiquement pour nous. Par contre, sur la partie on-premise, vu que VMC n'a pas accès, on est sur quelque chose de privé, c'est à nous de déployer des appliances. On a quelques appliances à déployer justement pour gérer cette connexion entre la partie HCX on-premise et la partie HCX VMC et aussi apporter des fonctionnalités très intéressantes comme la partie optimisation one, donc qui va nous permettre de compresser nos flux justement pour migrer plus rapidement et également faire de l'extension L2 via HCX. Donc c'est HCX qui va me permettre de faire une extension de mon réseau L2, c'est-à-dire que quand je vais déplacer ma machine virtuelle dans un certain réseau, dès qu'elle va arriver sur la partie AMC, elle va garder ce même IP et en plus elle aura toujours accès via la partie HCX aux infrastructures on-premise si je veux faire une extension de data center par exemple. Chose intéressante, c'est que si j'ai une dette technologique très importante, je suis capable de faire un support au niveau vSphere jusqu'à 5.5. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de déplacer rapidement mes workloads pour transformer mon architecture et mon infrastructure. Pour conclure, quels sont les points forts de VMC? Alors, je suis content parce que c'est la conclusion et je suis vachement en avance, donc j'espère que vous avez plein de questions pour nous à me poser. J'ai hâte d'entendre ça. Le premier point fort, c'est un service qui est opéré par VMware. C'est-à-dire que gérer le cycle de vie de mon infrastructure, au final, c'est plus mon problème. C'est-à-dire que vérifier la matrice de compatibilité de mes hyperviseurs, vérifier mes drivers, vérifier dans quel ordre je vais le faire, c'est pas un problème. Sachant que, j'ai un peu de temps, donc du coup, je vais pouvoir m'étarder sur le service opéré par VMware. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on fait une montée de version, enfin, dès que VMware lance une montée de version sur la partie VMC, en fait, ce qui se passe, ils vont nous rajouter un host gratuitement et automatiquement. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on a un cluster avec 4 hosts, en phase de montée de version, il y en a un cinquième qui va apparaître. C'est-à-dire qu'on aura toujours 4 hosts en termes de charge pendant cette montée de version. Chose qu'en premise, on n'est pas capable de faire parce qu'on est toujours un peu short en termes de ressources. Et dès qu'on va mettre un host en mode maintenance pour commencer à le patcher, on perd un host au niveau de la puissance de calcul au niveau de mon cluster. Sur VMC, c'est pas l'idée. L'idée, on rajoute un host, on fait les montées de version au fur et à mesure pour toujours avoir le nombre de hosts minimal qu'on est censé avoir dans son cluster. Ça, c'est un truc très intéressant. Autre chose qui est intéressante par rapport à ce service-là, c'est la moindre défaillance technique au niveau du serveur, mais dans la logique de VMC, c'est de dire, il y a une défaillance quelque chose, on ne va pas chercher ce que c'est, on enlève le serveur, on en met un nouveau. Et c'est fini. On ne va pas perdre du temps à troubleshooter, à changer le disque, à appeler le support, etc. Non, on enlève le serveur, on en met un nouveau. Et comme tout est automatique, ils sont plus opérés par VMware, ça marche très bien. Autre point fort, c'est l'élasticité automatique avec la partie IDRS. Je vous le rappelle, la partie IDRS, fonctionnalité unique sur VMC, ça me permet de rajouter du host de manière complètement automatique dans mon cluster VMC et dès que j'en ai plus besoin, en fonction des seuils, il s'enlève automatiquement. Donc tout est automatisé et je peux en rajouter à la volée, même les enlever à la volée pour justement absorber des pics d'activité ou même on peut imaginer un scénario très, très traditionnel d'avoir une petite infrastructure VMC, la minimale, justement pour héberger mon DR, et dès que j'ai un DR qui se déclenche, rajouter au fur et à mesure mes différents hosts pour absorber la charge, et dès que ma bascule est terminée, que je reviens en état nominal,
enlever un par un les différents hosts. Donc ça me permet d'avoir cette flexibilité et une maîtrise de coût au niveau de mon infrastructure. Autre point fort, c'est que disponible à partir de 2 hosts. Ça, c'est génial. VMC est le seul à proposer ça, c'est qu'on est capable de commencer une infrastructure à partir de 2 hosts. N'oublions pas, sur la partie virtualisation du stockage, on dépend de vSAN, et du coup, vSAN, dans l'architecture vSAN, il faut 3 hosts minimum pour pouvoir héberger du vSAN. Il y a des architectures compatibles à partir de 2 hosts, où en fait, le troisième host, pour garantir la résilience des 2 informations, est une machine virtuelle, ce qu'on va appeler un witness. Et du coup, VMC a réussi à déployer, à développer cet aspect-là, d'avoir 2 hosts physiques sur VMC, et déployer une appliance en witness, justement pour avoir ce cluster de 3 hosts de manière complètement automatique. Donc on est capable de faire ça. Et qui dit 2 hosts avec de l'IDRS, on peut passer à 3, 4, 5, etc. Donc ça veut dire qu'on est capable d'avoir cette flexibilité très intéressante. Autre point, c'est le Disaster Recovery as a Service avec la partie VCDR. C'est un service, VCDR, je vous rappelle que c'est une ancienne société qui a été rachetée par VMware l'année dernière, qui s'appelait Datrium, et qui était les seuls sur le marché à proposer une vraie solution de Disaster Recovery as a Service. Donc le as a Service est très important, j'insiste dessus, parce qu'on a très peu sur le marché, c'est que je vais synchroniser, répliquer mes machines virtuelles sur un stockage peu coûteux, donc du S3, et dès que je déclenche mon PRA, j'ai une infrastructure qui va être déployée automatiquement. Bien évidemment, en parlant PRA, il faut tenir en compte aussi de ces SLA derrière pour vérifier que ce soit bien compatible. Ça, c'est des sujets autour du PRA qui sont toujours là et qui sont non négligeables, donc il ne faut surtout pas les négliger lorsqu'on veut activer un service VCDR. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Maintenant, sur la partie VCDR, c'est un sujet à lui tout seul, donc on pourrait faire un autre webinar, ce qui est déjà en phase de préparation de notre côté, sur la partie VCDR, juste pour parler de la problématique autour du PRA as a service. Autre point fort, c'est la full stack SDDC. Donc on la connaît, c'est vSphere, c'est vSAN, c'est NSX, c'est HX. Donc on a accès à toutes ces stacks-là sur la partie VMC. Maintenant, on peut me poser la question sur la partie on-premise, est-ce que j'ai besoin de vSAN, NSX, de HX pour connecter tout ça? Non, en fait, on a juste besoin de vSphere pour pouvoir lancer un projet sur la partie VMC. Je ne suis pas obligé d'avoir du vSAN, je ne suis pas obligé d'avoir du NSX. La partie HX, elle est un peu indépendante, forcément, on va en avoir besoin lorsqu'on va commencer à faire de l'extension du réseau, lors des migrations de machines virtuelles à chaud directement par HX, mais ça c'est un composant supplémentaire. Mais dans la logique et dans l'esprit de VMC, partie on-premise, la seule contrainte c'est d'avoir une infrastructure VMware au final. Je n'ai pas besoin d'avoir toute la stack déjà présente, juste la partie vSphere, mais suffisante. Dernier point, c'est la large présence géographique. Ça reste un service AWS, on en a partout, et du coup, j'ai cette empreinte mondiale qui me permet d'avoir accès à ce service d'un point de vue mondial, chose ainsi que je trouve qu'il y a un vrai point fort au niveau de la solution. Alors, je viens de voir une première question. Alors, ça tombe bien parce que on va pouvoir entrer dans les phases des questions. Moi, j'ai terminé la présentation du service et je suis content parce que j'ai réussi à tenir mon timing et même j'ai été un peu plus rapide que je ne le pensais, mais c'est ce qui va me permettre d'avoir plus de temps pour répondre à vos questions. Donc, je vois déjà une première question dans le chat. Donc, comment se passe la mise à jour des VMware Tools sur les VM lors des matchs des ESX? Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur la partie responsabilité, je vous l'ai présenté tout à l'heure, sur la partie responsabilité, le client est responsable de sa machine virtuelle. Donc, c'est-à-dire c'est à vous de mettre à jour vos VMware Tools. C'est pas VMware qui va le faire pour vous. Vu qu'il y a une interruption de service, dans certains cas, il peut y avoir des reboots au niveau des VM, c'est à vous de le faire. Je vous rappelle que vu que c'est un service qui est opéré par VMware, VMware va gérer juste la partie vCenter VSX. Par contre, tout ce qui est au-dessus, au niveau des machines virtuelles, au niveau des VMware Tools et au niveau des hardware versions, c'est à votre charge de le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que sinon, moi, je me suis posé des questions à moi-même pour vous. Ça peut être toujours pratique. Alors, si vous voulez prendre la parole, je peux lever la main, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide, je sais que c'est enregistré, mais ne soyez pas timide. Très bien. Alors, moi, je me suis posé des questions à moi-même, en fait. Est-ce que j'ai parlé beaucoup de termes? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est tous ces termes-là? Et le premier terme, c'est le IDRS, donc l'élastique DRS, je rappelle, c'est ce qui me permet de faire de l'élasticité de manière complètement automatique au niveau de mon infrastructure. Donc justement, le use case, c'est de se dire comment je peux avoir une infrastructure qui va être flexible et rapidement flexible, surtout, c'est grâce à l'IDRS.
Donc, c'est des seuils à définir, hein. Il y a déjà des templates déjà prédéfinis dans la console de management de la console VMC. Et je vais pouvoir jouer avec ces seuils et dire, bah, je veux rajouter un host très rapidement dès que j'ai un pic de performance et le retirer le plus lentement possible pour garantir mes performances, ou à l'inverse, le rajouter rapidement et l'enlever rapidement pour éviter de payer trop cher ou de consommer trop par rapport à ma souscription. Au niveau de la sécurisation des machines virtuelles, mais vu qu'il y a une NSX, Tu as une je peux question. sécuriser. Oui, une question, je l'ai vue. Oui, pardon. Alors, bonjour, les prérequis on-premise n'est pas d'être sur VMC Ready avant d'aller sur MVFC. Non, pas du tout. Sur la partie, au niveau prérequis sur la partie on-premise, en gros, c'est avoir un vSphere. C'est tout. Il n'y a pas de prérequis d'avoir une infrastructure VMC Ready ou vSAN Ready au niveau de la partie on-premise. On a juste besoin de la partie vSphere. Après, au niveau d'autres prérequis, hein, bien sûr, on va avoir besoin d'avoir un compte AWS, ça c'est indéniable, et avoir un compte VMware aussi. Mais d'un point de vue pur technique, sur la partie on-premise, j'ai juste besoin d'un vCenter et d'un USX. C'est tout. J'ai pas besoin de NSX, j'ai pas besoin de vSAN. Donc j'ai répondu à la question. Ouais, j'ai répondu à la question. Du coup, j'ai une autre question que je me suis posée aussi, c'est comment je sécurise mes VM. J'ai NSX, du coup avec NSX, je peux apporter cette sécurisation, donc je vais pouvoir faire ce qu'on appelle de la microsegmentation entre les flux Est-Ouest et même sur des flux Nord-Sud, parce que j'ai toute cette couche NSX qui va me permettre de sécuriser mes accès au niveau de mes machines virtuelles. Chose qui est intéressante aussi dans la console VMC, c'est que vu que je suis intégré quand même assez intelligemment avec la partie AWS, je vais pouvoir commander des IP publics. C'est-à-dire que je vais pouvoir commander des IP publics directement dans ma console de management VMC et associer cet IP public à une machine virtuelle qui va être hébergée sur la partie VMC pour l'exposer sur Internet. Donc le très bon cas d'usage, par exemple j'ai un serveur web ou une application qui est nécessaire d'avoir un accès depuis l'extérieur, rien ne m'empêche de lui assigner une IP publique pour y avoir accès. Bien évidemment, il faudra penser à la résolution DNS, ça c'est un autre sujet, mais d'un point de vue pur service, je peux lui fournir une IP publique qui me sera directement allouée depuis ma console et qui me sera facturée directement par VMware. Est-ce que je peux lier mon vCenter on-premise sur la partie VMC? Alors, oui, c'est une bonne question et j'ai vu d'autres questions arriver. Je vais arriver, donc je vais répondre à la question sur le chat et après je vais répondre à ma propre question. Alors, je me suis perdu dans mes questions. Donc, comment ça se passe sur le rollback en cas de suppression du data store VMC? Alors, quand je supprime mon data center, je supprime tout. En fait, quand je vais déclencher en fait la suppression de mon data center complet, j'ai plein de questions à répondre, enfin j'ai plein de checkbox à répondre et à valider. Et une fois que je fais destroy, ça détruit absolument tout. Donc je ne suis pas capable de récupérer ce que j'ai détruit. Je ne sais pas si c'était ça le sens de la question. Si on peut me répondre, je pense que c'était ça. Donc il n'y a pas de rollback en fait, hein. Je détruis, c'est irréversible. C'est comme vraiment, c'est comme si je détruisais une machine d'un clic droit de delete machine virtuelle, c'est complètement détruit. Alors, une autre question par rapport au coût. Alors, si... Ah, pour la réversibilité des VM, d'accord, je comprends mieux. Ok, non, pour la réversibilité des VM, vu que je peux utiliser HX ou du vMotion et que je ne transforme pas ma machine virtuelle, je peux aller dans un sens ou dans un autre. C'est grâce à ça que je suis capable de faire ma réversibilité. Pardon. Si on compare les coûts entre un DC standard et un VCD, est-ce que les coûts VCD sont moins importants pour une entreprise qu'à par exemple 2000 machines hébergées on-premise? Alors, ça c'est une bonne question. Alors VCD, donc pour ceux qui ne savent pas, la partie vCloud Director, c'est vraiment un service plus orienté pour les services providers. Du coup, on n'est pas dans la même logique que la partie VMC. La partie VMC, c'est vraiment avoir une infrastructure privée dans un monde public. Donc on hoste une infrastructure VMware sur la partie AWS. Après, d'un point de vue coût, compliqué d'y répondre parce que c'est sûr que si une entreprise qui a 2000 VM qui est hébergée on-premise, il faut savoir déjà combien lui coûte la machine virtuelle, quelle est l'infrastructure déployée, quelles sont les technologies. En fait, on nous pose souvent la question au niveau des coûts et moi je réponds toujours en disant combien te coûte une VM. Et en fait, quand on pose cette question-là, on se rend compte que c'est compliqué d'avoir la réponse parce que l'exercice d'avoir le coût d'une machine virtuelle est quand même assez complexe. Alors, quand je dis le coût de la VM, c'est pas uniquement combien me coûte ma licence vSphere, c'est tout ce qui va autour. Donc, ça va être forcément le coût de la licence, ça va être l'infrastructure en tant que telle, donc mes ESX et enfin, mon serveur physique, le rack, l'électricité, la clim, l'équipe admin qui va gérer ces machines virtuelles
Et tout ça va me donner un coût en fait de ma VM. Et en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de sociétés qui sont allées jusqu'à cette réflexion maximale de savoir combien va me coûter une vraie VM en reprenant tous ces caractéristiques-là. Après, il faut comparer ce qui est comparable. C'est sûr que sur 2000 VM, si l'infrastructure a été taillée en utilisant un maximum les ressources, en ne garantissant pas les performances, oui, c'est sûr, c'est compliqué de faire moins cher que ça. Après, si on a des vraies contraintes de perf, qu'on a des vraies contraintes de scalabilité, la partie VMC peut être une vraie réponse. Après, on n'est pas obligé de tout mettre dans VMC. On peut faire de l'hybride. On peut dire avoir une partie de sa production parce qu'on ne souhaite pas la déplacer sur la partie on-premise, et une autre partie de sa production sur la partie VMC, parce que c'est des machines peut-être moins sensibles, on peut dire ça, ou même se dire, bah, je vais avoir du test de la dev sur la partie on-premise, sur du vieux matériel, que je vais un peu moins mettre à jour, et toute la partie production où j'ai besoin un peu de performance avec des services très innovateurs sur la partie AWS, je vais peut-être la mettre sur la partie VMC. Donc, en fait, tout dépend de ce qu'on souhaite faire sur cette partie-là. J'espère avoir répondu à votre question sur la partie VCD. Mais après, voilà, VCD, c'est vraiment très orienté cloud provider. La partie VMC n'est pas, enfin, pour moi, c'est pas vraiment une conception de cloud provider vu qu'on le client a accès à son infrastructure complète, donc c'est à lui de déployer ses machines virtuelles. Alors oui, quand je dis que c'est à lui de déployer ses machines virtuelles, hein, s'il a créé déjà des templates, il peut récupérer ces templates et les mettre bien évidemment sur la partie VMC. Est-il possible d'étendre le stockage sur le cluster sans ajouter de ROMs? Non. Ah non, non, c'est une très bonne question. Malheureusement, on ne peut pas. Alors, par rapport à ça, si je veux étendre mon stockage sur VMC, vu qu'on est dans du mode hyper convergé, il faut rajouter un host. Il n'y a que comme ça que je vais pouvoir étendre mon stockage. Cependant, sur la partie S3, je vais pouvoir l'utiliser si je veux présenter du stockage à mes machines virtuelles. Typiquement, tout à l'heure, je vous avais parlé de Vim. Ça peut être ça qui peut être utilisé pour héberger mes données de backup. Et en plus, on peut activer ce qu'on appelle le mode immuable. On va protéger, on va mettre en read-only ma sauvegarde et du coup, d'un point de vue attaque ransomware, on ne pourra rien faire parce qu'on ne pourra pas altérer ces fichiers-là. Donc non, on ne peut pas étendre notre stockage avec du S3, on est obligé de rajouter du host. Pour la partie Vera, est-ce qu'elle peut être utilisée? Oui, complètement elle qui peut être utilisée. C'est du Viralize, donc c'est du compatible avec du vCenter. Donc la consistance opérationnelle sur laquelle j'ai insisté depuis tout le long est là. Donc, si j'ai une infrastructure VRA, donc même une infrastructure viralize de manière générale, je peux déclarer un vCenter on-premise et un vCenter VMC dans ma console pour justement exploiter ce que j'ai déjà créé. Sur la partie, pour ceux qui connaissent, pour la partie VROps par exemple, sur la partie Viralize Operation, dès qu'on rajoute un nouveau vCenter, en fait, dans les nouvelles versions, on voit il y a une petite boîte à cocher en disant c'est un vCenter VMC. Et en fait, dès qu'on le coche, en fait, il reconnaît que c'est une infrastructure VMC. Du coup, il est capable de récupérer les métriques et de les analyser. Pareil pour VRA, pareil pour VRO. Même sur la partie VDI, j'en ai très peu parlé de la partie end-user computing, mais avec la partie VDI et la partie Horizon, dès qu'on déclare dans la partie Horizon un nouveau vCenter, on va cocher que c'est un vCenter VMC pour activer certaines fonctionnalités et certaines permissions. Donc, en gros, dès qu'on est compatible sur la partie on-premise, sur un vCenter et qu'on respecte les matrices de compatibilité, sur la partie VMC, on le sera aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble pas. Il me semble pas. Très bien. Du coup, je me suis perdu dans mes propres questions. Donc, est-ce que je peux lier mon vCenter et mon vCenter VMC? Oui, je peux le lier avec la partie, ce qu'on appelle l'hybrid link mode. Donc, en gros, je dois déployer une nouvelle appliance qui sera on-premise, par contre. Donc, c'est à moi de la déployer. Et ce qui va me permettre de faire la connexion entre mon vCenter on-premise et mon vCenter VMC et d'avoir un seul point d'accès pour piloter mes infrastructures on-prem versus la partie VMC. Comment je gère l'interconnexion réseau? Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet au niveau de l'interconnexion réseau. C'est bien de déployer un service VMC. C'est super facile, c'est très rapide. Par contre, l'interconnecter avec sa partie on-premise, c'est là où les vrais challenges vont commencer. Donc sur la partie le plus simple et le plus rapide possible, c'est de déployer un VPN L3 en termes IPsec. Mais si on veut chercher des performances et avoir une latence les plus faibles, on va devoir passer sur un modèle Direct Connect. Donc, c'est un lien dédié entre AWS et votre data center. Et donc, on va lier les deux et VMC va l'utiliser pour gérer cette interconnexion réseau.
J'ai une autre question sur le chat, c'est super, posez-moi plein de questions, j'adore ça. Qui est responsable du service, AWS ou VMware? J'ai vu qu'AWS vendait également ce service. Ah, bonne question. Alors en fait, qui est responsable du service? C'est les deux. Alors c'est les deux, je vais expliquer un peu plus. Donc AWS va être responsable du service côté matériel et VMware va être responsable au niveau du cycle de vie de la gestion logicielle. Maintenant, quant à la revente du service, VMware et AWS sont capables de le faire. Donc, on est capable d'aller discuter avec des commerciaux VMware pour activer et acheter le service, comme on est capable d'aller discuter avec des commerciaux AWS pour acheter et activer le service. Donc, en gros, les deux personnes. N'oublions pas, VMC en AWS est une solution qui a été conjointement développée entre ces deux sociétés. Donc, les deux sociétés ont la capacité de revendre leurs propres services. Est-ce qu'on peut faire un stretch cluster entre les vCenter on-prem et VMC? Alors non, pas de stretch cluster sur du VMC vers de l'on-premise. C'est-à-dire que le stretch cluster, il va être soit on-premise, soit sur VMC. Mais je ne vais pas pouvoir étendre un cluster sur la partie on-premise vers la partie VMC. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je pense qu'il y a trop de contraintes techniques pour pouvoir l'activer. Mais en gros, si je veux faire du stretch cluster côté VMC, on est vraiment dans l'activation de ce service-là côté VMware Cloud AWS, où en fait on va étendre notre cluster sur deux data centers spécifiques au niveau AWS. Dernière question que je me suis posée à moi-même aussi. Merci Maurice, ça fait plaisir d'entendre ça. Dernière question, c'est VCDR, c'est quoi? Donc VCDR, c'est VMware Cloud Disaster Recovery, c'est sur toute la partie Disaster Recovery. Donc le PRA as a Service, donc c'est un service récent. Et en plus, ça tombe bien, depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, il est accessible depuis Paris. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des projets VCDR dans les data centers de Paris pour protéger sa production en France. Avant, il n'était pas encore activé, mais c'est en train d'arriver au fur et à mesure. En tout cas, en France, à Paris, le service est activable très facilement. Donc, on peut en profiter du Disaster Recovery as a Service. Donc là aussi, hein, l'idée de VCDR, là j'ai encore un peu de temps donc je peux déborder, c'est de se dire comment je peux avoir un Disaster Recovery as a Service. Après, tout à l'heure, je vous ai un peu expliqué, enfin je vous ai un peu introduit aussi cette notion de SLA qu'il faut respecter, alors qu'avec VCDR, en fait, il y a deux mécanismes de fonctionnement, donc le pur on-demand, où on fait juste de l'application de machine de nos données sur un stockage S3, mais on peut aussi avoir un tout petit cluster qui est vivant côté VMC, justement pour avoir des SLA beaucoup plus courts et pouvoir le déployer beaucoup plus rapidement. Ah, le prochain webinar, pour l'instant, il est en cours de préparation, donc ça sera sur un autre sujet. Merci de me poser la question. Donc oui, on vous tiendra au courant sur un prochain webinar. A priori, on sera toujours sur les mêmes sujets autour de l'hybridation du cloud. Euh, Probablement AVS, ouais, probablement AVS, on est en train de voir. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite à lire sur notre blog sur Metanext, on a publié un super comparatif des différentes solutions hybrides que VMware proposait, hein, parce que là aujourd'hui on a parlé que VMC sur la partie AWS, mais Azure a sa propre solution, Google a sa solution, Oracle a sa solution et OVH Cloud aussi a sa solution. Donc je vous invite à le lire, n'hésitez pas. On essaie de le tenir à jour. C'est le premier article en français qui compare ces solutions. Donc s'il vous plaît, allez le lire, partagez-le. C'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à l'écrire avec Mustapha Bourras qui est sur le chat et qui répond. Merci Mustapha de répondre et de filer un coup de main. On l'a créé ensemble, on a pris beaucoup de temps à analyser les contrats, les SLA, enfin bref, on s'est pris un peu la tête à l'écrire. Donc on va le tenir à jour, n'hésitez pas. Et sur un prochain webinaire, de toute façon, vous serez informé. À voir si c'est du AVS. Hein, je pense que ce sera du AVS. On nous demande beaucoup d'AVS en ce moment. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce que l'heure est en train de passer. Hop. Non, je vois que plus de questions. Ben écoutez, merci à tous de votre présence, de votre participation. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis encore un nouveau QR code. Ouais, je sais, je suis un peu fan des QR codes en ce moment. On m'a dit d'en mettre un peu, donc j'en ai mis un peu partout. Et en plus, il marche et il redirige vers des sites web complètement différents. Bon, toujours sur Metanext, hein, je vous rassure, mais n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle, là, ce webinaire est enregistré. On va vous envoyer les liens très prochainement. À la fin, vous allez recevoir un mail automatique avec un sondage. S'il vous plaît, si vous pouviez prendre quelques petits instants pour le répondre, ça m'arrangerait vachement parce que j'ai besoin de savoir un peu les différents feedbacks et aussi qu'est-ce que vous attendez pour un prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très vite et sur ce, à bientôt. Salut!